Hubdespossibles.org présente 2040, j'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Chantal Peyer. Je suis gris, lisse, élégant, un peu froid. On me trouve dans tous les pays. Je suis responsable de 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre. Qui suis-je ? Vous l'avez peut-être deviné, dans cette émission, nous allons parler du béton. Le béton a été la star des architectes ces dernières années. Grâce à sa malléabilité, il a permis la construction de bâtiments fabuleux, comme le Guggenheim Museum à New York, avec sa façade en spirale. Et plus près de chez nous, le barrage de la Grande Dixence, avec ses 285 mètres de hauteur. Le béton, on le trouve dans nos routes, nos ponts, nos barrages, nos écoles, nos maisons. 80% de ce qui se construit aujourd'hui est en béton. Et c'est le produit manufacturé le plus utilisé au monde. Au point que de solution, le béton est devenu un problème, voire un fléau. Car son impact environnemental est énorme et sa fabrication émet au niveau mondial 2 fois plus de CO2 que l'aviation. Alors dans ce podcast, nous allons explorer les alternatives au béton et imaginer la construction de demain avec Rodrigo Fernandez, cofondateur de l'entreprise TerraBlock à Alamans. Donc on a expertisé la terre du client qui est juste à 5 km. Elle avait les bonnes propriétés, on l'a criblée sur le chantier, la terre est venue sous le couvert et on en a fait 1600 m² de mur. Et Alia Bengana, architecte et enseignante à l'EPFL. Aujourd'hui, avoir envie d'assembler des matières plus vertueuses, ça demande de prendre du temps, de savoir que ça va coûter un peu plus cher, de chercher des artisans engagés, mais il y en a. J'y vais. Le podcast des optimistes lucides. Rodrigo Fernandez est un entrepreneur dynamique et accueillant. Dans l'usine à Alamans, les machines prennent la terre crue, récupérée sur des chantiers, pour la presser dans un vibrocompacteur et en faire des blocs solides de 20 à 60 cm d'épaisseur. Ce que vous avez en face de vous, là, cette machine rouge, c'est une presse à vibrocompaction. Au-dessus de cette presse, il y a un grand malaxeur qui va mélanger la terre, le petit pourcentage de ciment qu'on met dans cette production, il y a 4% de ciment. Et on monte en humidité aussi, et après la terre est acheminée par tapis roulant. Et là, on a eu de la chance, on a eu une belle commande pour les caves Schenck. C'est juste là à Rolle, à quelques kilomètres, parce que les caves Schenck sont en train de renouveler, en faire toute une nouvelle cave avec un grand espace de bureau. Et il y a 1600 m² de terre à plaques qui ont été fabriqués avec la terre du client. Donc on a expertisé la terre du client qui est juste à 5 km. Elle avait les bonnes propriétés, on l'a criblée sur le chantier, la terre est venue sous le couvert et on en a fait 1600 m² de mur qui maintenant sont en train d'être montés par les plâtriers. Rodrigo Fernandez, comment est-ce que vous en êtes venu à vous intéresser à la construction en terre ? Déjà en tant qu'étudiant, pour ma part, j'avais eu l'opportunité de voyager en Afrique, de travailler sur un projet de construction en terre et donc de revenir un petit peu avec ses savoir-faire. Laurent de Wurtemberger aussi a pas mal voyagé, notamment au Yémen, où il a pu voir des constructions vernaculaires splendides en terre crue qui nous ont vraiment révélé toutes les vertus et les capacités techniques de ce matériau, qui fait qu'on a eu envie de redécouvrir ce matériau pour la région suisse romande. Au fond, la terre, en quoi est-ce que c'est une alternative intéressante au béton ? Ce qui est très important de comprendre, c'est la notion de disponibilité. On est dans une étape de notre société qui s'intéresse beaucoup à nos ressources. Nous avons vécu d'une société très extractive de matériaux. Et aujourd'hui, on se rend compte que même au niveau du granulat et des sables, on va un petit peu vers une impasse où la demande en béton est tellement colossale qu'elle risque de mettre en tension le marché de ces matériaux inertes. Alors que la terre, c'est un matériau qui est très très abondant, qu'il y a sous nos pieds, que l'on charrie tous les jours à travers les chantiers de construction et qui est aujourd'hui
considéré comme un déchet, donc qui va faire des montagnes ou combler des trous dans des décharges. Et en fait, il s'agit simplement de créer une nouvelle filière pour revaloriser ces énormes volumes, et on en aurait des ressources qui sont bien supérieures à celles du gravier. Pour ces raisons-là, c'est une immense opportunité, une alternative que de redécouvrir toutes les techniques qu'on peut développer avec la terre crue. Mais ça suppose aussi un challenge au niveau technologique et au niveau constructif, parce que la terre crue n'a pas toutes les capacités portantes du béton. Très concrètement, quel type de constructions ont été réalisées en Suisse romande avec ces matériaux ? On a réalisé pas mal de constructions des pouvoirs publics, enfin des constructions comme des écoles, des théâtres, mais on a aussi réalisé des bâtiments simples et des murs dans des logements pour simplement remplacer du plâtre ou remplacer de la brique terre cuite. Aujourd'hui, est-ce que c'est difficile de vendre vos produits ? C'est difficile de vendre nos produits parce que la terre crue a cette connotation d'un matériau qui est friable, un matériau qui est peu résistant et un matériau qui n'est pas normé. Donc ce n'est pas seulement vis-à-vis du client final qu'on peut observer une résistance, mais aussi tous les corps de métier du bâtiment, les ingénieurs, les acousticiens, les ingénieurs sécurité, qui doivent appréhender ce nouveau matériau avec ses nouvelles propriétés pour réussir finalement à le placer sur un chantier. Donc oui, c'est difficile. Donc en tant qu'entrepreneur, vous devez à la fois explorer un nouveau matériau, le rendre à nouveau culturellement intéressant. Est-ce que vous êtes jamais découragé par l'ampleur de la tâche ? Heureusement, je ne suis pas tout seul. On est une équipe, donc on se serre les coudes. On a des petites périodes de doute. Et puis souvent, on a des belles expériences. On a des belles rencontres. Tout d'un coup, on inaugure un bâtiment où on a pu placer nos produits, où tout le monde est très content, où le maçon est très fier du travail qu'il a fait, où le maître d'ouvrage est très fier, où l'architecte aussi est très heureux. Et là, ça nous redonne de l'espoir et ça nous redonne des forces pour continuer. C'est vraiment les montagnes russes, cette aventure. Quels sont les obstacles aujourd'hui pour passer au palier suivant de croissance ? Je dirais aujourd'hui les deux ordres. Le premier obstacle, bien évidemment, c'est l'obstacle économique. Des petites entreprises comme les nôtres, même s'ils accèdent à cette production, on pourrait dire industrialisée, donc on arrive à produire en grande quantité, on a quand même des charges importantes et finalement un bloc, par le fait qu'il y a peu de volume encore, coûte plus cher qu'un parpaing de ciment, qu'une brique de terre cuite ou même que le béton. Donc il y a cette premier obstacle économique qui fait que pas tous les projets peuvent se payer une plus-value de 20 à 30% pour réaliser leur mur. La deuxième, c'est, on pourrait dire, un frein normatif ou normativo-politique, où on a besoin de plus en plus d'initiatives pour pousser à une consommation locale, inciter les gens à moins importer des matériaux de construction comme le plâtre ou la brique, on en voit encore énormément, pour des questions environnementales. Au niveau environnemental et écologique, quelle est la différence en termes d'émissions de CO2 et d'impact écologique entre une construction en béton et une construction en terre crue ? C'est très difficile à dire parce que les matériaux n'ont pas les mêmes propriétés, donc n'ont pas la même fonction dans le bâtiment. Mais si on voudrait faire une règle de pouce comme ça, on pourrait dire que c'est 4 à 5 fois plus écologique de construire en terre crue que de construire en béton. Aujourd'hui, il existe des tabelles d'éco-bilan, qui sont des tabelles d'éco-bilan certifiées, qui sont disponibles en ligne gratuitement sur le site d'EcoBau, qui permettent à tout un chacun d'aller voir l'impact environnemental de tous les matériaux disponibles sur le marché de la construction en Suisse. Et ces outils vont devenir de plus en plus importants pour concevoir les bâtiments. Et pour accélérer le changement de paradigme au sein des plus grandes firmes immobilières ou de la construction, quelles mesures devraient être prises ? Là, je ne vais pas me faire des amis. Mais écoutez, il faut être radical. Il y a un moment où on doit faire des choix sociétaux et la Suisse est beaucoup trop libérale pour ça, mais en fait, on devrait imposer certains choix. Certes, ça va favoriser certaines entreprises par rapport à d'autres, mais sinon, on ne va pas changer une société. On est trop dicté par le fric. Alia Bengana, vous connaissez bien le projet TerraBlock. En quoi est-ce qu'il vous inspire ?
C'est un projet qui m'inspire beaucoup car les deux personnes qui sont à l'origine de TerraBlock, Laurent de Wurtemberger et Rodrigo Fernandez, ont eu l'idée de valoriser les terres d'excavation en Suisse. Et donc ça veut dire transformer un déchet en ressource et en faire des matériaux de construction. Et puis d'autre part, l'autre chose que je trouve particulièrement intéressante, c'est qu'ils ont eu l'idée de faire un coworking industriel, c'est-à-dire d'utiliser une usine de blocs de ciment et de produire en alternance des blocs de terre. Aujourd'hui, on utilise beaucoup de béton. Vous avez creusé vraiment beaucoup ces dernières années cette thématique du béton. En quoi est-ce que le béton est un problème ? Alors, le béton, il a 4 problèmes majeurs. Le premier, c'est le ciment. C'est-à-dire que le ciment, c'est un mélange de calcaire et d'argile qui sont chauffés à 1450 degrés dans un four pendant 18 heures. Et là, il se passe une réaction chimique qui émet du CO2. Deuxième problème, le béton, il est fait avec 75 à 80% de sable, de granulats. On appelle ça des granulats de tailles différentes, des gros grains et des petits grains. Et ces granulats, il faut les extraire sur terre, dans les rivières, en mer. Et donc, ça engloutit des quantités phénoménales à l'échelle mondiale de ressources. Et puis, avec des conséquences environnementales complètement phénoménales. Ensuite, l'association béton-fer est beaucoup moins durable que ce qu'on pensait. C'est-à-dire que lorsqu'ils sont exposés aux intempéries, eh ben, le béton va absorber le CO2 de l'air, corroder les fers, se fissurer. Bon, par exemple, l'exemple un petit peu très criard comme ça, c'est le pont de Gênes qui s'est écroulé parce qu'il n'était pas suffisamment entretenu. Et puis enfin, c'est une matière qui produit du déchet parce que ça dure moins longtemps que ce qu'on pensait. Et puis notre siècle a un peu inventé les bâtiments jetables. Et puis on détruit des bâtiments qui pourraient même durer plus longtemps au bout de 50 ans. Donc c'est 4 problèmes quand même assez conséquents. Et ces problèmes conséquents, c'est aussi parce qu'on a trop aimé cette matière et qu'on en utilise trop. 80% de ce qui se fabrique est en béton. Et cette quantité de béton, est-ce que vous avez un chiffre pour permettre de comprendre ses impacts en termes d'émissions de CO2 ? Oui, alors ça dépend un peu des études, mais c'est entre 5 et 8% des émissions mondiales de gaz à effet de serre uniquement pour la fabrication du ciment. Avant de construire avec du béton, comment est-ce qu'on construisait en Suisse ? Eh bien, on construisait en pierre, en bois. La Suisse est construite avec des ressources locales. La Suisse est très riche en montagnes. Eh ben, on extrayait les pierres des montagnes ou même on prenait les pierres des pierriers pour faire les fondations des chalets. Et puis le reste, ça se construisait avec des conifères. Et aujourd'hui, si on veut diminuer notre dépendance au béton, vers quel équilibre il faudrait qu'on se dirige ? Il y a un peu 2 grands blocs. Il y a un bloc, c'est l'architecture, et puis il y a un autre bloc qui est beaucoup plus complexe, c'est celui des routes et des réseaux. Donc pour ce qui est de l'architecture, on va dire que c'est la partie qui semble à première vue la plus simple, parce que ça veut dire qu'il faudrait arriver à un mix matériel. Aujourd'hui, par exemple, si vous regardez les bâtiments qui se construisent, vous allez voir que du béton. Il y a du béton pour les planchers, du béton pour la façade, du béton pour la toiture, du béton pour les fondations, du béton pour les sous-sols, etc. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, quand on peut utiliser du bois pour la structure, on utilise du bois. Si on ne peut pas en utiliser, eh ben, on peut utiliser de la pierre. Mais parfois, pourquoi pas encore garder du béton, bien sûr, mais remplir avec d'autres matières qui vont compenser les émissions du ciment. Quel conseil est-ce que vous donneriez aujourd'hui à quelqu'un qui veut construire une maison et qui n'est pas un expert ? Alors, c'est sûr que c'est un chemin pas très évident parce que aujourd'hui, ce qu'on trouve sur le marché, c'est des produits industriels qui viennent de loin. Et puis, ce sont souvent les produits les moins chers. Aujourd'hui, avoir envie d'assembler des matières plus vertueuses, ça demande de prendre du temps, de savoir que ça va coûter un peu plus cher, de chercher des artisans engagés. Mais il y en a.
Par exemple, moi, à ma petite échelle, avec la chaire de Sustainable Construction de l'ETH de Zurich, actuellement, on travaille à une plateforme en ligne qui va donner ces informations à quiconque est intéressé à ça, autant à quelqu'un qui a envie de construire qu'à un étudiant, qu'à un architecte. On a vraiment envie de constituer un réseau d'acteurs sur ces questions-là que vous géolocalisez en ligne pour pouvoir savoir qui est près de chez vous et peut vous aider, quelle matière brute, quelle matière transformée, et puis aussi des fiches techniques. J'y vais. Comme dans chaque épisode du podcast, nous allons maintenant faire un voyage dans l'avenir. Un voyage en 2040 pour voir à quoi la Suisse ressemble. Nous sommes en 2040. Le climat reste imprévisible. En avril, il y a eu 15 jours de chaleur et on se baignait déjà dans le lac. Et puis, il y a eu de la neige début mai. Il a fallu ressortir nos doudounes. Sans parler de juillet. Une canicule de plus de 37 degrés durant 20 jours. On se serait cru en Espagne. Mais il y a aussi une bonne nouvelle. Grâce à un sursaut de conscience, la Suisse a réussi à diminuer drastiquement ses émissions de CO2. Le domaine de la construction a d'ailleurs grandement contribué à l'atteinte des objectifs climatiques du pays. Curieuse d'en savoir plus, j'ai retrouvé Alia Bengana, que j'avais interviewée en 2024. Alia Bengana, vous avez pendant toutes ces années mené plusieurs chantiers importants en Suisse. Quels matériaux est-ce que vous utilisez ? Alors d'abord, il s'est passé un truc absolument incroyable, c'est que Holcim a décidé de baisser drastiquement la production de ciment. Et c'est fou parce qu'on pensait jamais qu'ils arriveraient à faire un truc pareil, parce qu'en fait, ils ont eu une idée absolument géniale, c'est qu'ils se sont dit, nous, au lieu de continuer à extraire du calcaire et des marnes et les chauffer, on va faire un shift vers l'extraction de pierres structurelles. Au début du siècle, en Suisse, il y avait 100 carrières, et puis après, en 2020, il y en avait 10. Et puis là, Holcim, ils ont vraiment compris que c'était ça qu'il fallait faire, que c'était ça qui allait aider, c'est-à-dire qu'au lieu d'utiliser de la pierre qu'on chauffe et puis après qu'on détruit, eh ben on extrait de la pierre qui va servir à un bâtiment en tant que structure et qui à la fin va être réemployable, même pas recyclable, réemployable à l'infini. Et comme eux, ils ont une force de frappe incroyable, c'est grâce à eux qu'on arrive maintenant à intégrer la pierre dans la construction. Donc il y a eu ce grand changement de ce grand acteur Holcim. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Comment vous travaillez, vous, quand vous construisez des bâtiments ? J'ai vraiment surtout fait en sorte d'utiliser beaucoup de matières issues du réemploi. Donc réemployer du métal d'une ancienne halle pour faire une extension, réemployer du bois. Et puis pour ce qui est isolé, on a essayé de pousser tous les coproduits de l'agriculture et puis d'introduire par exemple la culture du chanvre qui avait complètement disparu, de l'utiliser pour l'isolation mais pas uniquement pour les fibres, pour les vêtements, pour le papier, tout ça. Donc il y a eu vraiment une réintégration du chanvre dans l'agriculture qui a également servi. Donc voilà, grâce à ces changements et ces liaisons entre agriculture et architecture, ça a permis de réintroduire des isolants naturels, sains, avec des cycles réellement vertueux. Au niveau du recyclage, en 2040, qu'est-ce qui a changé pour réutiliser les terres d'excavation et puis aussi pour réutiliser les déchets des façades ou des murs de construction ? Alors, ce qui a changé, par exemple, c'est qu'on a beaucoup incité, en tout cas lorsque la démolition était nécessaire, on a par exemple incité à découper les bâtiments, par exemple découper les bâtiments en béton, des pans entiers de murs, des pans entiers de planchers, plutôt que de réduire en granulats pour refaire du béton. Et ça, par exemple, au niveau cycle de vie, c'est tellement plus vertueux.
par exemple faire des ponts à base de pierres découpées dans des bâtiments, enfin des passerelles, plutôt que de refaire un pont coulé en béton. Et donc ça, c'est vraiment reconsidérer la matière, lui donner de la préciosité, dire voilà, le béton déjà coulé, il est précieux, on ne va pas le remettre en granulat, on va le découper pour le réutiliser un peu comme de la pierre. En 2040, comment est-ce qu'aussi l'imaginaire des Suisses et des architectes s'est transformé ? Qu'est-ce qui a changé ? Ce qui a changé, c'est qu'il y avait un peu un imaginaire qui était lié à ce matériau roi du XXe siècle et aussi d'une partie du XXIe siècle qui est le béton. On avait l'impression qu'on ne pouvait pas faire sans, que c'était vraiment ancré de manière vraiment viscérale dans la culture du bâti suisse. Et puis là, ce qui a évolué, c'est qu'on est passé à intégrer cette matière de manière beaucoup plus parcimonieuse et à repenser le mix matériel. Et au niveau politique, quelles décisions ont soutenu ce changement ? Alors, dans les années 2024-25, il y a eu une première loi à Genève et cette loi, elle a un peu montré l'exemple. Ensuite, il y en a eu une qui était encore un peu plus ambitieuse à Lausanne aussi pour donner des indications en termes de matériaux pour les permis de construire. Et puis, c'est passé au niveau fédéral avec une loi fédérale qui vraiment incite à l'hybridation des matériaux par le bilan carbone et des seuils à ne pas dépasser. Et puis ces seuils, ils sont à chaque fois plus ambitieux. Voilà, ils ont été plus ambitieux en 2030, 2035, 2040. Et quel conseil est-ce que vous donneriez aux éditeurs qui nous écoutent en 2024 ? Moi, ce que je leur donnerais comme conseil, c'est surtout ne pas démolir. Voilà, parce que là, aujourd'hui, en 2040, on a des lois un peu plus peut-être restrictives en termes de démolition, mais nos bâtiments, ils doivent durer le plus longtemps possible. Alia Bengana, merci beaucoup, au revoir. De rien, merci de votre invitation. Recycler, diversifier les matériaux de construction et favoriser des ressources locales. Ce sont 3 clés de la construction durable. Fernando Rodriguez y contribue en revalorisant la terre crue, qui se trouve sous nos pieds, en Suisse, et qui peut remplacer le béton pour des murs non porteurs. Alia Bengana y contribue par l'enseignement, par la publication d'une bande dessinée sur le béton et en travaillant à l'élaboration d'une plateforme réunissant tous les acteurs de la construction durable. Mais tous deux soulignent aussi que pour parvenir à un changement de cap d'ici 2040, des mesures politiques sont nécessaires. Aujourd'hui, les lois suisses ont un angle mort. Elles ne parlent pas de l'empreinte carbone des matériaux. Une maison très bien isolée, chauffée aux énergies renouvelables, aura un mauvais bilan carbone si elle est construite tout en béton. Le Grand Conseil genevois a adopté en 2022 une loi pour combler cette lacune. Alors, à quand un débat au niveau fédéral ? J'y vais. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Je me réjouis de vous retrouver au prochain épisode et j'attends vos commentaires et suggestions à 2040jv@hubdespossibles.org. Au revoir.